Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cette semaine à Marseille s'est tenu le Congrès mondial des médias, un rassemblement de professionnels venus d'une soixantaine de pays qui réfléchissent ensemble à l'avenir du journalisme. Du patron du New York Times aux représentants d'OpenAI en passant par des élus, cet événement prestigieux a été co-organisé par le groupe CMA-CGM, un géant du transport maritime dirigé par Rodolphe Saadé, un armateur qui depuis 2022 a développé une branche média. Le groupe est déjà propriétaire du journal local La Provence et de Corse Matin. Il détient également des titres nationaux de la Tribune Dimanche, à la chaîne d'information BFM et le pure player plébiscité par les jeunes, Brut. Un pied dans chaque port, CMA Média est en train de constituer un petit empire en investissant sur tous les canaux. Une envie de conquête loin d'être rassasiée, le groupe vient de mettre la main sur la chaîne RMC Sport et vise au loin M6. Que cherche donc Rodolphe Saadé dans cette boulimie d'acquisition médiatique ? En quoi ce pôle média sert-il les intérêts de son entreprise ? Quelle est son influence dans la cité phocéenne où il est le premier employeur privé de la région? Enfin, quels sont ses liens avec le président Emmanuel Macron, avec qui il partage l'amour de l'OM et sans doute bien plus. Si nous connaissons des figures comme Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, il nous semble important de mieux comprendre les intentions de ce nouveau mania des médias pour sonder sa méthode et ses ambitions. 4 invités pour en parler. Jean-Christophe Tortora, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de CMA Média en charge des relations extérieures et du pôle presse. Avant la prise de ce poste, vous avez longtemps dirigé le média économique La Tribune. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous en studio, Catherine Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de la rubrique Médias et pouvoir à la lettre, qui est le quotidien d'information stratégique. Et vous êtes une fine analyste des grandes opérations capitalistiques dans le secteur. Je vous remercie. À distance, Jean-François Pouplin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour le média d'investigation marseillais Mars Actu et vous avez notamment enquêté sur l'influence de CMA-CGM dans la cité phocéenne. Enfin, Younes Abzouz complète ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Mediapart en charge des médias et vous avez publié de nombreuses enquêtes sur la méthode Saadé. Cette semaine, retour de notre partenaire Courrier International avec vous, Mélanie Chenoir, bonjour. Bonjour. Avec une chronique consacrée à un personnage. Oui, au milliardaire australien et américain Rupert Murdoch. Voilà, ça fera toujours plaisir d'avoir des nouvelles de Rupert Murdoch. Aujourd'hui, vous avez donc maintenant le programme complet de l'épisode 40 de la Fabrique de l'information. Un grand merci pour votre écoute, vos messages et votre fidélité. C'est parti. Bonjour Rodolphe Saadé. Le nouveau tycoon français, le nouveau Xavier Niel, Citizen Saadé. En ce moment, Rodolphe Saadé est le patron préféré d'Emmanuel Macron. Depuis 2 ans, pas un séjour à Marseille sans que le président de la République ne s'arrête à la tour CMA-CGM sur le port. Vous avez racheté le journal La Provence. Vous vouliez, comme tous les milliardaires, votre organe de presse, c'est ça ? Quand j'ai appris que La Provence était à la vente, je me suis dit, il faut le garder à Marseille et préserver l'emploi. 80% des journalistes sont en grève depuis hier, depuis la mise à pied du directeur de la rédaction. Tout est parti du choix de la une d'avant-hier sur la venue d'Emmanuel Macron à la Castellane. Vous avez racheté Corse Matin, pris 10% du capital d'M6, 15% du média en ligne brut. Vous voilà propriétaire d'Altis Média pour 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire BFM et RMC, radio et télé. Pourquoi BFM ? Pourquoi pas ? Rodolphe Saadé rejoint le cercle des milliardaires qui possèdent la majorité des médias en France. C'est le maximum de l'influence qu'on puisse s'offrir en France, BFM et RMC ? Je le regarde comme une activité qu'on peut développer et c'est là où moi j'interviens en tant que nouvel actionnaire en leur donnant des moyens. Le média en ligne Brut vient d'être racheté par le milliardaire Rodolphe Saadé via son groupe CMA-CGM. Pourquoi Brut suit de plus en plus ses déplacements présidentiels ? Et puis est-ce que c'est une forme de gagnant-gagnant entre Brut et l'Élysée ? Et il y a d'autres médias qui vous intéressent ? Je regarde tout. Le sujet m'intéresse donc je regarde. Je regarde et nous on va écouter Jean-Christophe Tortora. On commence avec vous Jean-Christophe et ce bilan de ce grand congrès organisé donc, par l'Association mondiale des éditeurs de presse et le groupe que vous représentez. En quoi cet événement a aussi été une magnifique vitrine pour CMA Média ? Écoutez, d'abord, nous, on s'est porté candidat à accueillir ce congrès mondial des médias qui ne s'était pas tenu en France depuis 1995. Donc, vous voyez, plus de 31 ans.
Je pense que nous, on a eu envie, quand on est un jeune groupe comme nous, puisqu'on a 3 ans et demi à peine d'ancienneté, je rappelle que nous sommes rentrés dans l'industrie des médias fin 2022 avec le rachat de La Provence et de Corse Matin. Ça nous semblait important que nous aussi, on participe à notre manière à la dynamique de la filière, aux enjeux que nous devons porter, que nous devons défendre. Et donc pour nous, c'était important à la fois de pouvoir refaire venir en France ce congrès mondial des médias, qui a été, je le rappelle, un record de fréquentation par le nombre d'éditeurs présents au niveau mondial à Marseille. Oui, on a justement en souvenir cette grande déclaration du patron du New York Times en ouverture, des accords. Je reviens quand même sur cette organisation, parce que c'est pas n'importe quoi d'avoir réussi à réunir autant d'éditeurs de presse dans le monde. Est-ce que vous pouvez considérer que d'une certaine manière, c'est une démonstration aussi de force et de puissance de votre groupe qui n'a que 3 ans, comme vous venez de le rappeler, Jean-Christophe Tortora? Je pense qu'il faut être un peu humble. D'abord, c'est un travail collectif qu'on a mené avec l'Association mondiale des journaux, la WANIFRA, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui a plus d'ancienneté que CMA Média. Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs qui ont permis en effet cette mobilisation. C'est vrai que l'attrait de la France, un contexte aujourd'hui dans lequel les éditeurs s'interrogent beaucoup sur leur avenir. Et je pense qu'en général, les congrès qui marchent le mieux, c'est en général justement quand les dirigeants sont le plus inquiets, parce qu'ils ont besoin de se retrouver, de partager, et c'est ce que nous avons fait à Marseille. Donc, pour CMA Média, nous avons été satisfaits en effet de ce succès, mais c'est un succès pour tous les éditeurs qui ont joué collectif. Et nous, on a voulu jouer collectif durant ces 4 jours à Marseille. Alors Catherine Boulet, vous avez assisté à ce congrès, on entend bien la dimension collective de cette réunion, mais à titre peut-être individuel pour CMA, est-ce que vous considérez que ça a été un joli coup, comme on dit dans le métier? Oui, je peux dire que ça a été un joli coup. Et si Jean-Christophe Tortora, qu'on vient d'entendre à l'instant, fait preuve d'énormément d'humilité, il y a eu plusieurs marqueurs qu'on a notamment racontés dans la lettre. Je fais un petit peu de pub pour notre quotidien. Le moment emblématique qu'on a pu raconter, c'est dimanche soir. Donc, on est la veille de l'ouverture de ce congrès. Et les Saadé, avec l'aide de Jean-Christophe Tortora, convient à un dîner de 170 personnes au 32e étage de la tour CMA-CGM, avec un orchestre de jazz. Vous avez des plats de poisson très raffinés, 170 convives extrêmement influents. Et à la table d'honneur du couple Saadé, Rodolphe et Véronique, vous avez une demi-douzaine de patrons de presse du monde entier. Vous avez I.G. Sulzberger, le patron du New York Times. Vous avez la patronne du Guardian, vous avez le patron du Monde, vous avez Louis Dreyfus, vous avez la patronne des écoles parisiens, de tous les titres de presse de LVMH, Michel Benbunan. Vous avez le patron de l'équipe, Rolf Heinz, que CMA, CGM ambitionne peut-être un jour de racheter. Vous avez Arthur Sadoun de Publicis et vous avez aussi la ministre de la Culture. Vous avez 15 convives comme ça, très influents, à qui désormais CMA, CGM parlent, qu'ils ont à leur table. Et ça change la donne. Voilà, intéressant effectivement d'avoir par le menu ce gratin. Vous avez parlé de New Deal d'ailleurs, Jean-Christophe Tortora, on le voit ici, à la fois des politiques, des élus, des éditeurs et peut-être aussi des représentants des nouvelles technologies. Jean-François Pouplain, à Marseille, le groupe CMA-CGM est incontournable, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler son histoire? On le connaît peut-être un peu moins dans le reste de la France. L'histoire, elle commence en 1978, quand Jacques Saadé vient s'installer à Marseille et fonder la CMA. Donc, il quitte le Liban, qui est en pleine guerre civile. Il trouve refuge à Marseille. Il monte donc cette première entreprise, la CMA. 20 ans plus tard, en 96, grâce à ses bonnes relations avec Jacques Chirac, il rachète la CGM à un prix très avantageux qui lui permet aussi de renflouer les caisses de la CMA, qui a des problèmes de trésorerie. C'est quand même un armateur qui a du flair parce que il ouvre la route vers la Chine. Il industrialise le transport par conteneur. Et donc l'entreprise grossit. De mémoire, on est à 460, en gros 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à cette période-là, au moment de la fondation. En 2000, on est à quelques dizaines quelques milliards, je crois, de 2000 milliards de chiffre d'affaires. Et des années demain, on arrive plutôt à des
à des dizaines et des dizaines de milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est une compagnie qui grandit vraiment très très vite, hein, qui devient un troisième armateur mondial, qui l'est toujours aujourd'hui, qui décide d'installer son siège à Marseille. Alors c'est le storytelling de l'entreprise, c'est de dire que c'est aussi de rendre à Marseille l'accueil qui a été fait à la famille. Il y a une grande proximité qui s'installe avec le pouvoir marseillais, d'abord avec la droite locale, hein, sous Jean-Claude Gaudin, qui permet notamment l'installation, la construction de cette tour, la tour CMA, qui est quasiment aussi haute que la Bonne Mère. Donc juste un petit peu en dessous, c'était le deal, mais en tout cas, dans les propos de Jean-Claude Gaudin, c'était de dire que la CMA aurait la tour la plus grande de Marseille parce qu'il payait le plus de taxes professionnelles sur la ville. Voilà, tout un Donc symbole d'avoir une tour aussi, pas quasiment aussi grande, effectivement, que la Bonne Mère, et qu'un symbole comme ça aussi fort à Marseille. Juste, Younes Abzouz, pour poursuivre cette histoire, arrive le moment du Covid et le moment post-Covid, où là, la fortune de CMA-CGM va prendre encore une autre ampleur. Ouais, effectivement, Rodolphe Saadé fait partie de ce qu'on a pu appeler, à tort ou à raison, les profiteurs, on va dire, de la crise Covid. Il a engendré pas loin de 40 milliards de super profits, justement, au moment de la crise Covid, au moment où on avait beaucoup besoin de transport maritime et où il était l'un des rares à pouvoir offrir cette garantie de transporter les marchandises à travers le monde. Et effectivement, si on regarde aussi le contexte de la manière dont cet empire médiatique s'est formé, c'est précisément au moment, donc, comme l'a rappelé M. Tortora tout à l'heure, donc la fin 2022, au moment où les débats en France se cristallisent sur la question de la taxation des super profits, des super fortunes, des gens qui ont cumulé des fortunes absolument considérables, en partie grâce à la crise Covid. Et donc, Monsieur Saadé, qui arrive avec un afflux très fort de liquidités, comprend aussi qu'il y a un enjeu à peser dans ces débats publics sur la taxation des ultra-riches. Et donc, évidemment, l'acquisition et la constitution de cet empire médiatique, elle a cet objectif premier de lui permettre de peser sur les débats sur la taxation et de faire en sorte de s'assurer que ses intérêts soient défendus au plus haut niveau de l'État. Voilà, donc c'est peut-être l'un des intérêts de cet investissement, de cette manne d'argent. Donc on a bien compris qu'il détient, que le groupe détient à la suite du Covid. Il faut bien les investir quelque part, et donc le choix se porte du côté des médias. Jean-Christophe Tortora, c'est quoi quand même l'intérêt pour un milliardaire? On se pose toujours cette question-là d'investir dans le secteur des médias, qui est très très loin d'être réputé pour un secteur rentable. On le sait bien ici dans cette émission, on fait part très régulièrement des fragilités, de la crise structurelle même de la presse. Donc que vient faire un milliardaire qui a priori aime plutôt gagner de l'argent plutôt qu'en perdre, pour investir comme ça dans les médias? Et donc le premier média, Jean-Christophe Tortora, je le rappelle, dans lequel il va investir, Rodolphe Saadé, ce sera le quotidien de la région, La Provence. Oui, vous connaissez bien la situation difficile de la presse quotidienne régionale, donc vous comprendrez bien qu'il y avait chez Rodolphe Saadé une envie de voir se pérenniser La Provence, qui était, je rappelle, en grande fragilité, hein, au bord de la faillite. Et cette entreprise CMA-CGM s'est construite au fil des années dans un territoire qui est Marseille, et la Provence fait partie du patrimoine de cette région. Donc voir éventuellement se fragiliser, voir disparaître la Provence. Aujourd'hui, les industriels se font de plus en plus rares pour participer à une recapitalisation de ces journaux. Et je crois que Rodolphe Saadé est très attaché à sa ville. Je pense que quand vous regardez aujourd'hui les sièges sociaux des grandes entreprises françaises, vous en avez peu qui sont encore en région. Il y a l'exemple de Michelin à Clermont-Ferrand ou de CMA-CGM à Marseille. Donc pour Rodolphe Saadé, il n'était pas question que la Provence disparaisse ou s'affaiblisse ou soit rachetée par un acteur national qui en ferait, on va dire, une petite filiale. Et je pense que heureusement que Rodolphe Saadé s'est porté candidat au rachat de la Provence Corse Matin pour lui redonner à la fois un projet, des investissements, des moyens. Et c'est ce qui a été fait maintenant depuis sa reprise. Alors vous avez justement cité la ville de Sochaux, de Michelin. En fait, on sent effectivement, on sent effectivement cette grande tradition des investisseurs qui vont remettre de l'argent dans cette ville. À une certaine époque, on aurait parlé aussi d'une attitude un peu paternaliste. Est-ce que, par exemple, Jean-François Pouplain, le rachat de la Provence, de quelle manière ça participe à l'influence de Rodolphe Saadé dans la région?
Euh, c'est tout l'écosystème de la CMA-CGM dans la région. Parce que quand on regarde Marseille, il y a l'investissement de la fondation CMA-CGM sur la ville dans différents domaines, notamment l'aide alimentaire. Il y a l'OM, le principal sponsor, la CMA est le principal sponsor de l'Olympique de Marseille. Il y a des actions aussi de financement de l'avenue du Pape, de la sécurisation de l'avenue du Pape. Il y a aussi le financement, le premier chèque qui est versé pour la rénovation de la statue de Notre-Dame de la Garde. Donc c'est un acteur qui est important. Et la Provence fait évidemment partie de cette influence, au point où quand même, pour On a des petites difficultés justement de connexion. On va essayer, excusez-moi, on va des petites difficultés, Jean-François Pouplin. On va essayer de vous récupérer pendant que je passe la parole à Catherine Boulet pour continuer à mieux comprendre en fait cet empire CMA-CGM et puis même la personnalité de Rodolphe Saadé. Le grand public le connaît pas globalement ou très peu. On connaît beaucoup plus Vincent Bolloré, on connaît Bernard Arnault. Si on doit le définir, Catherine Boulet, c'est qui Rodolphe Saadé? Alors, en étant un peu rapide, je dirais que c'est d'abord un héritier. Il a hérité de la compagnie CMA-CGM en 2017. Son père, Jacques Saadé, lui transmet les rênes, ou lui transmet la barre plutôt, puisqu'on parle de bateau. Et à partir de là, il est un héritier qui a aussi un double héritage. C'est-à-dire qu'il a la 3e compagnie de transport maritime au monde, mais il a aussi un petit héritage empoisonné par une phrase qu'a rapporté des consoeurs du Monde, et qui a raconté ça très bien, qui est que Jacques Saadé lui disait « Tu feras jamais aussi bien que moi ». Donc, il a cet héritage à transformer. Et comment il peut le transformer? Justement, peut-être en diversifiant un petit peu. Donc, Rodolphe Saadé, quand il prend les rênes tard, il a 47 ans. Son père lui a tout expliqué, lui a tout transmis. Il l'a accompagné dans les rendez-vous avec les banquiers, dans les rendez-vous avec les transporteurs maritimes, avec les politiques. Donc, il a les codes, il a les réseaux et il a les réflexes. Mais il n'avait pas jusqu'à 47 ans les rênes totales. Donc, à partir du moment où son père lui dit jamais, jamais, jamais tu feras mieux que moi, lui, quelle tangente il peut prendre? Construire un grand empire éventuellement médiatique et rayonner à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut lui accorder qu'il il a accès à Emmanuel Macron. Il a été dans le bureau ovale de Donald Trump. On l'a vu en mars 2025, après sa signature d'un accord de 20 milliards de dollars investis aux États-Unis dans le bureau ovale. Donc, il a accès au plus grand de ce monde. Younes Abzouz, justement, comment on peut décrire Rodolphe Saadé? On a compris aussi l'intrication, l'imbrication du politique et du financier, à la fois dans CMA, CGM, et peut-être qu'on reviendra sur le côté central aussi d'une industrie comme celle-ci par rapport aux enjeux de souveraineté, de sécurité. Mais comment le décrire encore, Rodolphe Saadé, si on poursuit un peu son portrait? Tout à l'heure, Monsieur Tortora nous a raconté une jolie histoire, celle d'un milliardaire qui investissait comme un bienfaiteur dans les médias pour sauver une marque importante de la région. Bon, la réalité et l'expérience des 2-3 années de la constitution de cet empire montrent autre chose. Elle montre un milliardaire qui s'investit dans les médias pour acheter de l'influence déjà localement, donc à Marseille. On l'a vu, l'enjeu pour lui, c'est aussi que l'image de son groupe soit bonne, rayonne et soit positive auprès de la population. Ça a été raconté par Mars Actu notamment, mais il est arrivé à plusieurs reprises que Rodolphe Saadé, par la voix de ses émissaires, passe des consignes, notamment j'ai le souvenir d'un carnaval où défilait une carriole à l'effigie de la tour CMA qui dénonçait en gros l'emprise de l'entreprise sur la cité phocéenne, et le titre a été interdit d'en faire mention dans ses colonnes. En fait, la trajectoire de la constitution de cet empire médiatique, elle est jalonnée de tout un tas d'interventions éditoriales qui racontent un milliardaire qui a la volonté de faire de l'influence et de développer une image positive de lui et de son entreprise. Catherine Boulet? Sur l'interventionnisme éditorial, je serais plus mesurée.
parce que, il y a effectivement eu des moments, marquants, notamment quand, Rodolphe Saadé rachète pour 1,55 milliard d'euros BFM. Quelques jours après, il a rendez-vous avec le comité social et économique de la chaîne pour rencontrer les gens, les journalistes. Et les journalistes lui disent, voilà, si un jour on doit raconter un scandale dans l'une de vos entreprises, comment est-ce que vous réagirez? Et à ce moment-là, Rodolphe Saadé dit, ah bah je réagirai très mal et je le ferai savoir. Donc ça, c'est son démarrage en trombe dans les médias. Alors évidemment, ça a suscité énormément d'émoi chez les journalistes. Le fait est, c'est que ces 2 dernières années, à BFM, il n'y a pas eu d'énormes ingérences voyantes au niveau de BFM. En revanche, là où je suis d'accord avec Younes, c'est qu'il y a des signaux faibles et peut-être des points d'attention ou de vigilance à avoir. Exemple, en janvier 2025, vous avez en page d'accueil de BFM un article sur Tiffany. Tiffany, c'est une marque Le groupe, oui. du groupe LVMH. LVMH. Ça fonctionne pas super bien et dommage, c'est géré par Alexandre Arnault, l'un des fils. Il y aurait eu un coup de fil de Bernard Arnault, ou en tout cas de l'état-major de Bernard Arnault à Rodolphe Saadé pour dire tu me retires ça tout de suite, ça fait pas très bon effet. Et ça a été retiré. Après, ça n'a pas été confirmé par l'état-major de BFM. Et il n'y a pas eu d'épisode supplémentaire. Autre point de vigilance sur l'Algérie. L'Algérie, évidemment, c'est un port important pour Rodolphe Saadé. Bon, bah, les documentaires, vous avez une case qui s'appelle Ligne rouge sur BFM. Une qui case est- un peu d'investigation, enfin de Voilà, reportage en tout cas. exactement. Elle a sur les étagères depuis un moment maintenant un documentaire, un reportage sur l'Algérie. Bon, bah, aux dernières nouvelles, il est toujours pas passé. On va donner la parole tout de suite à Jean-Christophe Tortora qui connaît bien, peut-être celui qui le voit le plus souvent, Rodolphe Saadé d'entre nous. Alors je sais que BFM TV n'est pas dans votre giron direct, hein, Jean-Christophe Tortora, puisque vous êtes plutôt du côté de la presse. Néanmoins, cette réputation, ces cas qui ont pu ici et là être mentionnés d'intervention de Rodolphe Saadé, est-ce que vous diriez, vous, que c'est un milliardaire qui peut, par moment, eh bien, intervenir, partant peut-être d'une idée qu'on pourrait qualifier pour certains de bon sens, c'est-à-dire je donne de l'argent à différents médias, j'attends que finalement ils respectent mes intérêts, ce serait peut-être la moindre des choses. Écoutez, ce qui me rassure dans cette discussion, c'est que j'entends toujours les 2 exemples qui reviennent. Un fait suite à un carnaval dont on parle d'il y a 2 ans, ou un sujet dont on parle en boucle qui serait produit il y a 2 ans et demi. C'est la démonstration qu'aujourd'hui, on a un industriel qui se tient à être un industriel et qui accompagne le développement de ces médias. Je rappelle, et c'est ce qui fait aussi que moi je suis dans ce groupe, que le groupe s'est constitué avec une ambition d'être un groupe d'information et non pas un groupe d'opinion. On cherche, nous, des lecteurs, des téléspectateurs. On ne recherche pas des électeurs pour une mission politique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des journalistes qui constituent ce groupe, puisque c'est à peu près 800 journalistes, si je reviens sur la Provence, c'est 180 journalistes. Moi, je ne crois pas que les 180 journalistes sont aujourd'hui, on peut dire, qu'ils ne seraient pas indépendants à la Provence, comme j'ai pu l'entendre précédemment. Ça serait, en tous les cas, je trouve que c'est pas très correct vis-à-vis de leur autonomie et de leur travail quotidien qu'ils peuvent produire dans ce journal. Dire aussi, je suis un peu toujours surpris d'entendre qu'il aurait fallu que Rodolphe Saadé devienne influent par le rachat de la Provence à Marseille. Quand vous êtes le premier employeur privé, je peux vous assurer que vous avez tous les présidents de la République ou tous les ministres qui viennent vous voir. Rodolphe Saadé n'a pas attendu d'être propriétaire de la Provence ou de Corse Matin pour ne pas être à la fois être un industriel écouté, entendu. Bien entendu, quand vous êtes la 2e ville de France, que vous êtes le premier employeur privé, tout le personnel politique de gauche ou de droite vient visiter ou rencontrer Rodolphe Saadé, comme à Toulouse, que tous les responsables politiques viennent rencontrer le dirigeant d'Airbus. Donc, moi, je pense qu'on peut que saluer le fait d'avoir une grande entreprise à Marseille. J'ai envie de vous dire, même il en faudrait plus à Marseille et dans les autres villes de France. Mais aujourd'hui, pour travailler, j'allais dire, quasiment au quotidien avec mon actionnaire, je peux vous assurer qu'il est certes très investi, très impliqué sur la trajectoire de ces entreprises, notre capacité d'innovation, nos performances d'audience, la qualité de ce qu'on produit, que de pouvoir intervenir sur des contenus articles. Et les faibles exemples qui ont été cités quand même dans les échanges aujourd'hui montrent bien que nous n'avons pas
un actionnaire industriel qui a fait de l'ambition de ces médias pour en faire des choix ou des interventionnismes politiques ou autres. Très bien, alors vous parlez effectivement de faibles exemples. Je vous en proposais un autre, on verra s'il est faible ou non, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Provence. Pour faire un tour de table complet, écoutons aussi la parole de certains journalistes de la Provence. 80% des journalistes sont en grève depuis hier, depuis la mise à pied du directeur de la rédaction. Tout est parti du choix de la une d'avant-hier sur la venue d'Emmanuel Macron à la Castellane. On y voit deux jeunes qui sont installés devant une barre de la Cité et avec ce titre, il est parti et nous on est toujours là. Et donc ce sont les habitants qui factuellement expliquent qu'au lendemain du départ d'Emmanuel Macron, tout a recommencé comme si de rien n'était à la Castellane. Et pour nos patrons, on aurait donné la parole aux dealers. Et quand bien même, en fait, on fait tout simplement notre métier. C'est quoi la suite pour nous ? Comment on peut bosser ? Comment on peut imaginer des sujets ? Est-ce qu'il va falloir que tout soit validé par le groupe ? Je vais redonner la parole dans un instant, Jean-Christophe Tortora, mais peut-être Younes Abzouz, est-ce que ça c'est un faible exemple ? Ou un signe faible peut-être ? Ou un signal pas si faible d'intervention ? Je dirais, je laisserai les auditeurs en juger, mais en tout cas, quand Monsieur Tortora explique qu'il n'y a que 2 exemples et que c'est souvent les mêmes qui sont rabâchés, non. En réalité, il y en a beaucoup d'autres, il y en a une petite dizaine, et ça dessine quand même l'identité d'un milliardaire assez interventionniste. J'en ai un notamment qui est arrivé récemment et qu'on a documenté dans les colonnes de Mediapart qui concernait des articles titrés avec la mention du terme ultra riche, des cas pour lesquels justement Monsieur Tortora est plutôt familier, puisque selon les informations qu'on a rapportées, même si il les a démenties, c'est par sa voix que le directeur délégué de la rédaction est intervenu, soit a posteriori, donc après la publication de l'article, et dans un autre cas avant la publication, pour faire supprimer justement la mention du terme ultra riche. Et ces interventions, elles arrivent encore une fois pas dans un contexte anodin, elles sont arrivées dans le contexte de la discussion, notamment à l'Assemblée nationale, autour de la taxe Zuckman. Donc il était beaucoup question des dispositifs d'évasion fiscale des ultra riches, de la manière de leur faire, de les obliger à contribuer à leur juste part d'impôts. Il y a aussi des exemples à BFM TV qu'on a aussi documentés sur Mediapart, où effectivement quand Rodolphe Saadé fait l'acquisition de BFM TV, l'une des premières choses qu'il fait effectivement d'abord, c'est de faire sortir les équipes historiques et de faire venir ces hommes à lui, notamment Benoît Tournebise, qui est en fait qui est devenu directeur délégué de BFM, et qui est en fait le communicant historique de CMA-CGM, dont les témoignages à l'époque nous rapportaient en fait que on ne savait pas vraiment quelle était sa fonction, mais en tout cas, il était tout le temps là, partout, à toutes les réunions, qui se permettait généralement de donner son avis sur tout un tas de choses, et en réalité de faire en sorte que l'intérêt de l'actionnaire soit compris de tous. Et l'un des exemples marquants, ça a été assez rapidement sur encore Ligne Rouge, donc le magazine d'investigation de BFM, où en fait, qui a un numéro qui était consacré en fait à Rachida Dati, qui a été remisé à de nombreuses reprises, donc qui a finalement été diffusé, mais qui a été décalé à plusieurs reprises, et on l'a documenté parce que Rachida Dati, proche de Rodolphe Saadé, de Nicolas de Taverneau aussi, qui était anciennement directeur de CMA Média, sont intervenus pour faire en sorte que le documentaire soit décalé, qu'il intègre aussi une plus grande part aux avocats de Rachida Dati. Et finalement, ça n'a pas été obtenu, puisque le directeur de la rédaction de l'époque a mis dans la balance sa démission. Mais ça a donné quand même une idée assez claire aux rédacteurs de BFM TV de ce qu'entendait faire dans la rédaction Rodolphe Saadé. Jean-Christophe Tortora, peut-être une réaction. Alors, j'imagine que vous allez peut-être démentir comme vous l'avez fait par le passé, mais peut-être même déjà sur la Provence, parce que là, c'était la parole de journalistes qui se sont manifestés, qui ont fait part de leur inquiétude et de cette une. Alors, vous allez me dire c'est un vieil exemple, mais finalement, il est pas si vieux. De toute façon, votre groupe n'est pas si vieux, comme vous l'avez rappelé. Non, tout à fait. Et vous voyez, c'est assez rassurant que vous me ressortez cet exemple de une qui date maintenant d'il y a un peu plus de 2 ans. Donc, c'est plutôt rassurant de voir qu'au fond,
ce jeune groupe que nous sommes, on revient sur des exemples. Alors sur les ultra riches, anciens, Jean-Christophe historiques. Tortora, comme c'est un exemple récent, on pourrait parler aussi de la taxe Alors, même sur cette idée. C'est peut-être là pour prendre Ouais. un exemple plus récent. Non, mais vous connaissez aujourd'hui toute la diversité, l'offre aujourd'hui de nos médias. La question des ultra riches, des riches, etc. Quand vous écoutez RMC, que vous écoutez BFM, que vous écoutez La Provence, que vous écoutez l'ensemble de nos journaux, je peux vous assurer, je tiens à votre disposition une revue de presse, le mot ultra riche a été utilisé dans beaucoup de nos médias. Je ne sais pas si vous écoutez les programmes d'RMC, mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup de liberté également dans un certain nombre de programmes, etc. Aujourd'hui, nous, ce que nous défendons, c'est la question de la diversité et du pluralisme. Donc, cette question de la loi Zugman, Monsieur Zugman et les défenseurs de la loi Zugman, je peux vous assurer que nous les avons accueillis à plusieurs reprises sur BFM Business, sur BFM. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'abord que nos journalistes, eux, se sentent à la fois préservés de cette indépendance. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les journalistes, allez interroger les journalistes de la Provence. On vient de sortir d'une élection municipale. Les journalistes de Mars Actu connaissent bien l'environnement des élections municipales, qui n'est pas évident pour des journalistes qui font de l'information de proximité. Si vous interrogez les journalistes de la Provence, ils vous diront qu'ils n'ont jamais autant pu bien faire leur travail de manière libre et indépendante que lors de ces dernières élections municipales. Pourquoi ? Parce que nous, s'il y a des menaces des responsables politiques, notamment sur la pub, au niveau des collectivités locales, vous pensez bien que on est très libre de se dire, mais nous, on ne va pas rentrer dans des chantages ou des menaces des responsables politiques. Donc nous, on laisse nos journalistes faire leur travail. Et si des papiers ne plaisent pas et que il y a, on va dire en sanction, moins de pubs, c'est jamais une bonne nouvelle pour le journal, mais en tous les cas, on ne fait pas de compromis. Alors que par le passé, avant que Rodolphe Sadé arrive, il y avait pu avoir par le passé des compromis qui se fassent avec des anciennes directions, des anciens actionnaires, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et ensuite, ce que je voudrais rajouter, aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui viennent sur BFM. C'est la première chaîne d'information continue, on a repris le leadership. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est aux Français aussi de juger, et ils choisissent quelle est la chaîne d'information qui leur donne de l'information et qui ne leur donne pas de l'opinion. Et les Français répondent ça de manière très largement majoritairement, le fait que c'est chez BFM qu'ils trouvent de l'info. Je rebondis juste là-dessus quand vous parlez justement de chaîne d'information qui serait plutôt de chaîne d'opinion et vous parlez peut-être de cet avantage comparatif par CNews, j'imagine, parce que vous considérez peut-être que la chaîne CNews détenue par un autre milliardaire, Vincent Bolloré, serait une chaîne d'opinion et que vous proposez une chaîne d'information sur BFM ? Bon, je crois qu'ils s'en cachent pas. Enfin, je veux dire, par là, c'est assez connu. C'est pareil pour le journal du dimanche et pour la Tribune du dimanche. Et c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, assez positif que finalement, il y ait de l'offre, il y ait de la diversité, il y ait en tout cas une offre suffisamment riche et importante pour que les lecteurs ou les téléspectateurs choisissent. Je voulais vous donner un exemple à Marseille. Nous venons de concrétiser un projet industriel, une imprimerie commune entre Xavier Niel et Rodolphe Sadé, qui était le projet initial. Nous imprimons La Marseillaise, qui est l'autre quotidien, qui est le deuxième quotidien de la ville. Nous imprimons L'Humanité. Et enfin, tout ça pour vous dire qu'on s'inscrit dans une logique à la fois industrielle, de pluralisme, et on s'est très bien entendu avec ces journaux-là au niveau local pour pouvoir se mettre d'accord et pouvoir travailler sur le même site industriel. Donc, voilà, la situation monopolistique, elle n'est jamais bonne pour des quotidiens régionaux, si je reviens sur le cas de la Provence. Et donc, c'est une excellente chose qu'il puisse y avoir d'autres médias, la Marseillaise, Mars Actu, etc. La situation monopolistique n'est jamais bonne, vous avez raison, mais j'ai bien l'impression que c'est ce que craint en ce moment la presse économique. Alors, pas une situation de monopole, mais une situation de concentration. Vous avez évoqué tout à l'heure à l'instant les journalistes de la Provence qui, aujourd'hui, selon vous, se sentent bien, en tout cas mieux que l'extrait dont on a diffusé il y a quelques instants. Mais qu'en est-il à la Tribune ? Il me semble qu'il y a aussi des mouvements, des grèves, Catherine Boulet, et puis parfois même une menace existentielle du titre, La Tribune, qui, je le rappelle, est aussi une marque de CMA Média. Oui, l'expression menace existentielle, elle est prononcée par les journalistes de la Tribune qui ont fait grève le 13 avril dernier pour dénoncer ce qui a été présenté comme un mariage entre la Tribune et BFM Business. Donc Jean-Christophe Tortora et Claire Léost, qui est la numéro 2 de CMA Média, ont présenté donc ce rassemblement à la fois donc d'un média
média numérique et d'une télévision et d'un média de presse écrite ensemble comme quelque chose de très positif. Mais ce qui était curieux dans la manière de gérer cette fusion, c'est que pour les journalistes de la Tribune, ils sont 56, il faut démissionner de la Tribune, donc être licencié, et re-signer un nouveau contrat avec Next Interactive, qui est la maison mère qui chapeaute BFM Business. Et donc, au passage, vous avez un certain nombre de postes qui ont disparu. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de l'autre côté 56 postes exactement à l'identique. Et donc, aujourd'hui, et il y a quelques jours, un PSE a donc été... PSE, c'est-à-dire un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place avec effectivement des clauses pour ceux qui voudraient partir. Mais si vous voulez, c'est l'identité là, de la Tribune que les journalistes ont peur de se devoir perdre. Jean-François Pouplain, je crois qu'on vous a récupéré. J'imagine que vous avez des choses à nous dire, car si on n'a pas pu vous entendre, vous avez pu nous écouter. Je voulais revenir vraiment sur la situation à la Provence et aussi l'indépendance des journalistes. Alors, je confirme ce que dit M. Tortora sur les municipales. Les journalistes ont apprécié la séquence par rapport à l'équipe dirigeante du précédent scrutin en 2020. Donc, ils ont pu travailler comme ils voulaient. La relation, même Renaud Muselier, le président de la région Sud, est très critique, trouve que la Provence est un torchon gauchiste. Voilà, donc il y a une certaine cette indépendance vis-à-vis du politique, elle existe. Par contre, il y a un sujet qui reste quand même vraiment tabou dans la rédaction, c'est la question de la CMA-CGM. Et même des interventions, donc on parlait de la mise à pied de Monsieur Vier il y a 2 ans, mais c'était au moment, ce qui était assez frappant, c'est que ça intervenait au moment du rachat de BFM et RMC. Donc il y a eu quand même il y a une espèce d'électrochoc quand même dans les rédactions de BFM et de RMC de voir que l'interventionnisme de l'actionnaire pouvait être assez brutal. On l'a vu aussi d'une manière moins brutale, mais pour défendre toujours les intérêts de la CMA-CGM, lors de la mobilisation du 10 septembre, au lendemain de cette mobilisation. C'est la mission de la Provence, le 10 septembre, c'était la grève de la Provence, c'est ça. Oui, puis la mobilisation nationale. Non, c'était la mobilisation de nationale contre Bloc-Contour, où une action qui a été dirigée à Marseille en direction de la tour CMA-CGM. Au lendemain, il y a eu Rodolphe Saadé a pris la plume pour faire une tribune dans la Provence pour expliquer qu'il ne fallait pas opposer les entreprises aux citoyens. Enfin voilà. Donc, et je pourrais multiplier les exemples de la mise à distance de l'information sur la CMA-CGM dans la presse, au moins à la Provence et à BFM Marseille. Il y a eu cette histoire de venue d'Emmanuel Macron dans l'entrepôt solidaire pour son face-à-face aux Français, qui a bloqué une partie de la distribution alimentaire au moment des fêtes de Noël, en direction donc du secours populaire, des restos du cœur et tout ça dans le département. Et c'est une info qui a été reprise au niveau national, absolument pas au niveau local. Donc voilà. Donc vis-à-vis du politique, c'est juste que les journalistes de la Provence se sentent beaucoup plus libres vis-à-vis de la CMA-CGM. Absolument pas. Et après, pour parler des investissements, il y a quand même un certain nombre d'engagements de Rodolphe Saadé qui n'ont pas été tenus. Il y a des postes qui n'ont pas été renouvelés. Il y a eu des menaces de fermeture de certaines locales. Donc, il y a quand même une rédaction qui reste sous tension et malgré tout sous surveillance. Jean-Christophe Tortora, vous qui avez dirigé la Tribune pendant très longtemps, j'imagine que vous êtes évidemment attaché à ce journal. Est-ce que ce qu'on entend là, c'est pas finalement aussi une vieille histoire ? C'est-à-dire on a un milliardaire qui possède un journal économique, ce milliardaire a des intérêts stratégiques majeurs. Quand on est CMA-CGM, on comprend mieux maintenant cette entreprise qui est historique, qui est le 3e transporteur maritime. Il y a des intérêts de souveraineté, il y a des intérêts même de renseignement. On sait que les ports sont aussi
des zones très stratégiques pour obtenir du renseignement. Donc, par de toute évidence, l'imbrication entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, il est majeur. Hein. On est vraiment presque, ce n'est pas une entreprise d'État, mais c'est une entreprise dont les intérêts engagent justement l'État. Quand on a donc ce genre d'entreprise qui détient un journal économique, qui se doit de jouir d'une certaine forme d'indépendance, et encore une fois, vous avez travaillé dans ce journal-là, est-ce que c'est compatible, tout simplement? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'un journaliste de la Tribune aujourd'hui pourrait faire une enquête d'investigation sur CMA-CGM? Est-ce que s'il y a des informations négatives sur CMA-CGM, elles seraient affichées clairement et en grand format sur les journaux du groupe? Ben, écoutez, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été traités dans la Provence, notamment je pense à des sujets qui sont liés aux enjeux de décarbonation, puisque bien entendu, que ce soit le transport aérien ou le maritime, de manière très régulière, on évalue les impacts environnementaux. Ces sujets-là, à chaque fois, ils ont été traités, en tout cas de manière le plus factuelle et avec une approche pédagogique et d'information. Donc, nos journalistes n'ont pas, il n'y a pas une interdiction qui parle de CMA-CGM, mais ce sujet-là, enfin, vous interrogez tous les journalistes de tous les journaux au niveau mondial, puisqu'on sort d'un congrès mondial. Vous pouvez interroger à chaque fois les journalistes, ils vous diront tous qu'il y a une sorte d'appréhension où ils s'interrogent tous. Vous pouvez tous les interroger en disant mais est-ce qu'on est en capacité de pouvoir écrire tout ce qu'on veut? Donc c'est pas un sujet qui est propre au groupe CMA-CGM ou à CMA Média. C'est à chaque fois la même situation dans laquelle les journalistes appartenant à un groupe privé avec un propriétaire s'interrogent jusqu'où et quelles sont les limites. En tous les cas, nous, on n'a jamais mis des limites ou on n'a jamais établi un cadre. Je rappelle que nous, dans nos journaux, nous avons, avec les organisations syndicales de chacun de nos journaux, on a des chartes, signé une charte j'imagine, déontologiques. éditoriale. Si je peux me permettre, juste, pardon, Jean-Christophe Tortora, puisque vous parlez d'autres journaux, d'autres médias, si on prend par exemple le groupe Le Monde, dont Xavier Niel a aussi un certain nombre de parts, qui est un autre milliardaire, vous l'avez cité tout à l'heure. Néanmoins, dans la manière dont ce journal-là fonctionne, il y a des systèmes de blocage, des systèmes de protection, des systèmes de garantie d'indépendance qui sont accordés à des journalistes, qui me semblent, d'ailleurs c'est même des faits, plus protecteurs par rapport à l'indépendance du métier que ce qui est proposé là actuellement dans votre groupe. Écoutez, nous, ce qu'on a fait, c'est de signer un engagement de la part de l'actionnaire et de la direction sur une charte éditoriale qui a été travaillée avec l'ensemble de nos syndicats et qui encadre et qui donne justement tout un tas d'éléments sécurisant à la fois l'autonomie et l'indépendance de nos rédactions, la nomination des directeurs de rédaction, la question justement de la place de l'actionnaire, le fait de ne pas pouvoir intervenir, de ne pas pousser des sujets, enfin tout ça, voilà, on s'y est engagé, on a signé sa charte, ça a pris beaucoup de temps. Voilà, nos organisations syndicales et au sein des CSE, voilà, on a pris le temps, des fois plusieurs mois pour arriver à cette charte-là. Moi, si je regarde en arrière, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive pas des fois des événements, des incidents, comme dans toute entreprise, dans ton journal, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, notre actionnaire est interventionnisme, ce qui n'est pas le cas. Je vais vous dire, Rodolphe Sadé a d'autres chats à fouetter en dirigeant un groupe mondial que de pouvoir intervenir auprès des rédacteurs de la Provence ou des journalistes de BFM. En fait, personne ne le croit. Et j'ai envie de dire, le rendez-vous pour moi, le plus important, c'est l'appréciation de nos lecteurs et de nos téléspectateurs. Et régulièrement, nous faisons des travaux, des sondages. On va en publier un très prochainement dans la Provence sur la perception justement de nos lecteurs sur la perception de leur journal, sur leur indépendance économique, sur leur indépendance vis-à-vis de l'environnement politique. Bien sûr, et vous avez raison de faire de ces sondages pour essayer de sonder la perception des lecteurs. Mais Jean-Christophe Tortora, vous savez bien que quand on est lecteur, il y a ce qu'on lit et ce qu'on ne lira jamais, parce qu'il y a des informations qui peuvent ne pas sortir, d'où l'intérêt quand même de sonder l'intérieur. Je vais vous redonner la parole dans un instant, mais Catherine Boulet souhaitait réagir. Oui, sur la marge de manœuvre que peuvent avoir les journalistes quand leur journal est détenu par un milliardaire. Quand Bernard Arnault a racheté Les Échos, Le Parisien, il a accordé un droit d'agrément aux journalistes de la rédaction des Échos. Ça veut dire que quand on leur propose un directeur de la rédaction qui ne leur convient pas, et c'est arrivé, il y a 2 ans, il y a eu une grosse crise aux Échos parce qu'on cherchait un successeur à Nicolas Barré qui avait été viré par Bernard Arnault parce qu'un certain nombre de choses avaient déplu. Eh bien, le successeur qui était poussé par Bernard Arnault s'est vu opposer un vote négatif. Et là, s'en est ensuivi une grave crise de gouvernance pendant presque 1 an avant de trouver un nouveau directeur de la rédaction qui convienne.
à BFM TV, ils ont essayé de négocier la même chose, un droit d'agrément, c'est-à-dire on est d'accord ou pas d'accord avec le directeur de la rédaction qui va peser sur les choix éditoriaux. Mais ça a été non. Mmh. Voilà. Voilà, il n'y a pas cette possibilité effectivement pour, les journalistes de donner leur adhésion par rapport à une direction stratégique qui est donc incarnée, par un dirigeant. Younes Abzouz. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord sur un point avec Monsieur Tortora, c'est qu'effectivement, il rappelle le contexte général de la presse, détenue, très largement détenue par des grands groupes industriels dont l'activité principale n'est pas la presse, justement. Mmh. Et c'est ça aussi le problème, au fond, c'est que, c'est-à-dire, en fait, on a une mise au service du journalisme, au service en fait des intérêts industriels du groupe plus large auquel il appartient. Et toutes les interventions dont on a discuté depuis le début de cette émission et aussi de celles qu'on peut retrouver, enfin dont on n'a pas eu le temps d'élaborer, qu'on retrouve dans la presse, qui ont été largement documentées dans la presse, c'est que en fait, ce qui compte, c'est les premiers mois. C'est-à-dire que les premiers mois, il y a quand même un certain nombre d'interventions qui donnent aux journalistes l'indication qu'il y a des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas aller, au risque de voir soit leur carrière bloquée ou au pire leur travail être retiré. Donc, et ça, il y a tout un tas d'exemples qui le documentent. Et à la tribune, justement, nous, l'article qu'on avait fait sur la censure sur les ultra-riches, les journalistes étaient aussi un peu pétrifiés à l'idée de témoigner, à l'idée que les témoignages remontent jusqu'à eux, parce qu'ils savent que le climat social à la tribune, c'est un climat où il y a beaucoup d'emplois qui vont être amenés à disparaître, qui vont être détruits, et ils savent que les places sont chères, que le reste du paysage médiatique, particulièrement le reste du paysage de la presse économique, il est aussi détenu presque exclusivement aux mains, soit du coup de Monsieur Saadé, soit aux mains de Bernard Arnault. Donc on va dire... Bah, il y a de la tension, quoi. Il y a de la tension, effectivement, et donc c'est là où parfois l'autocensure peut naître, hein, c'est-à-dire de ne pas se mettre en danger à partir du moment où on est dans un secteur qui, on l'a dit, est en crise. France Culture, la fabrique de l'information. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est vous inviter à venir voir un match de foot au stade Vélodrome. Comme ça, vous verrez l'ambiance qu'il y a à Marseille quand l'OM joue. François Saltiel. Voilà, CMA CGM sur le maillot de l'Olympique de Marseille, qui est plus qu'un club dans cette ville. Nous parlons aujourd'hui d'un visage, une figure, d'un nouveau mania des médias, Rodolphe Saadé, que nous connaissons mal, mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses depuis le début de cette émission en compagnie de Younes Abzouz, qui est journaliste chez Mediapart, avec Jean-François Pouplain, qui est un journaliste indépendant et qui travaille notamment pour le journal d'investigation marseillais Mars Actu, avec Jean-Christophe Tortora, qui est le directeur général délégué de CMA Média et qui a accepté notre invitation. Je le remercie de nouveau. Et avec vous, Catherine Boulet, qui est chef de rubrique Média et Pouvoir à la lettre. Et je vous passe tout de suite la parole. Oui, il y a un autre point que j'aimerais bien mettre en lumière au niveau du groupe CMA Média, c'est que les débuts de Rodolphe Saadé dans les médias ont été quand même assez tumultueux, et notamment en raison d'une grosse instabilité managériale. Et ça met aussi en instabilité, en insécurité les journalistes. Pourquoi ? Parce qu'au début, lors du rachat de BFM, donc on est en juillet 2024, Rodolphe Saadé choisit de garder Arthur Dreyfus, qui est le président d'Altis Média. Quand Arthur Dreyfus se voit adjoindre Benoît Tournebise, dont on a parlé tout à l'heure et qui est très très proche de Rodolphe Saadé, il le voit comme quelqu'un qu'on lui flanque pour un peu le fliquer. Arthur Dreyfus s'en va. Ensuite, on a Nicolas de Taverneau. Nicolas de Taverneau, il reste moins d'1 an. Ensuite, on a Régis Ravanas, qui l'a fait venir, mais qui n'était pas vraiment la tasse de thé de Rodolphe Saadé. 5-8 mois, même pas, il s'en va. Et vous avez une succession comme ça de dirigeants qui se sont suivis. Ramon Fernandez, le directeur financier. Ensuite, vous avez Claire Léos qui débarque en août dernier. Et tout ça, c'est très, très, très incompréhensible pour les journalistes qui ne savent pas qui est le big boss, en fait. Et donc, en dessous, vous avez des cadres qui ne savent pas vraiment non plus. Vous avez des organigrammes qui changent. Vous avez une personne qu'on nomme et puis après, vous avez son MSC, ce qui arrive. Là, par exemple, il y a 2 jours, a été nommée Camille Andrieux. Camille Andrieux, c'est la directrice de cabinet de Rodolphe Saadé. Et voilà qu'elle va devenir la numéro 2 de Claire Léost, qui est déjà la numéro 2 de CMA Média. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ?
Non, mais j'espère que nos auditeurs un peu plus. En tout cas, on comprend bien effectivement ces jeux de pouvoir, de contrôle aussi potentiellement des intérêts. Avant de redonner la parole, peut-être pour la dernière fois à Jean-Christophe Tortora, peut-être Jean-François Pouplain, par rapport à CMA, CGM. On a entendu tout à l'heure Younes Abzouz dire que quand on est journaliste à la tribune, quand on est dans un secteur en crise, c'est compliqué même de s'exprimer, de prendre le risque finalement de prendre cette parole. Est-ce que c'est pareil du côté de Marseille lorsqu'on veut critiquer CMA, CGM, lorsqu'on est un élu, lorsqu'on est un acteur économique? J'imagine que là encore, vu le poids que représente cette entreprise dans la ville, Jean-Christophe Tortora l'a rappelé, c'est le premier employeur, la liberté d'expression et de critique de CMA, CGM est peut-être limitée. Elle est très limitée chez les élus, elle est très limitée d'une manière générale. Quand on a travaillé avec Jean-Marie Le Forestier sur l'empreinte de la CMA-CGM sur Marseille, il y a eu très très peu de personnes à nous parler à visage découvert. Et pourtant, on a multiplié les interventions. Certains ne voulaient pas du tout parler, qu'on avait contacté, ne voulaient pas parler, ne voulaient pas s'exprimer. Chez les élus, il y a finalement eu juste chez les Verts avoir une parole critique pour nous dire qu'effectivement, c'était un sujet qui n'était pas abordé, ou pour dire que voilà, le poids de la fondation était quand même, pouvait être un petit peu inquiétant, enfin qu'elle se substitue autant à des politiques publiques, ça pouvait être inquiétant. Et puis pour revenir sur cette question des super profits, de la taxe au tonnage aussi, au moment de la première discussion en 2024. Alors taxe au tonnage, juste en 2 secondes, il faut rappeler pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la fiscalité que c'est une exception, une niche fiscale qui est permise par la loi à des transporteurs comme CMA, CGM qui payent qu'une toute petite part de taxes qui leur permet de dégager d'importants bénéfices. Exactement. Et donc, au moment de la loi budgétaire 2025, il y a une discussion autour de la remise en cause de cette taxe au tonnage, de la taxation des super profits, des super riches. Et il y a une tribune qui est montée par le NFP, qui est tout juste naissant. Alors là, c'est une sorte de taxe aussi, de taxe à la distance qui fait que malheureusement, on peut encore une fois difficilement vous entendre, Jean-François Pouplain. Jean-Christophe Tortora, j'aimerais terminer sur 2027, car on se projette tous vers cette échéance. Lorsqu'on voit, citons un autre milliardaire comme Mathieu Pigasse, qui est clairement engagé, voire même en combat, pour reprendre le nom de son groupe, pour plaider des idées qui sont situées à gauche toute, on va dire. On a parlé tout à l'heure de Vincent Bolloré, qui mène avec ses différents médias un projet d'extrême droite. Qu'en est-il justement d'un autre milliardaire, du milliardaire que vous représentez, pour lequel vous travaillez, Rodolphe Saadé? La question peut être directe. Pour qui roule-t-il? Vers qui va-t-il aller dans cette élection de 2027? Écoutez, le choix de Rodolphe Saadé reste un choix personnel parce que les choix ou les convictions de Rodolphe Saadé, il ne nous les partage pas pour faire de ces médias des machines électorales ou des machines politiques. Et je crois qu'il n'y a pas un exemple d'un journaliste qui ait pu dire, une fois dans notre groupe, qu'on lui aurait demandé de pouvoir orienter sur le plan politique une prise de position. Non, mais on le disait très proche d'Emmanuel Macron. On l'a quand même dit très proche d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. On les a beaucoup vus l'un avec l'autre. Alors vous allez me dire que c'est sans doute le fait que ce soit un acteur incontournable du sud de la France. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut parler d'une proximité entre Emmanuel Macron et Rodolphe Saadé? En fait, Emmanuel Macron est président de la République bientôt depuis 10 ans. Donc quand vous avez un président qui fait 2 quinquennats, il est sûr que ça crée une proximité entre un grand industriel français et un président de la République. Mais je rappelle que quand il y avait François Hollande, on disait que Rodolphe Saadé était proche de François Hollande, et quand c'était Nicolas Sarkozy, il était proche de Nicolas Sarkozy. Alors, on peut donc considérer qu'il est proche du pouvoir, donc quel qu'il soit. Les grands patrons, les dirigeants, ont une relation, de travail, une relation importante. Aujourd'hui, quand un président de la République part à l'étranger, il amène avec lui des dizaines de dirigeants d'entreprise. Et donc, Rodolphe Saadé a fait partie de ces dirigeants parce que le groupe CMA-CGM à la fois investit beaucoup en France et investit beaucoup à Marseille, mais son business, son marché, il est au niveau mondial. Donc, le groupe CMA-CGM continuera, quels que soient, les basculements politiques,
à continuer à faire son travail, à développer son business partout dans le monde sur ses métiers historiques qui sont le shipping, la logistique et maintenant son troisième métier qui est les médias. Mais ne comptez pas sur nous pour entrer dans une croisade politique pendant cette campagne 2027. Nous, on aura un seul credo, c'est l'information, notre indépendance et la fiabilité. Et c'est pour cette raison que nos lecteurs, nos téléspectateurs sont toujours plus nombreux à venir chez nous. Voilà, et c'est pour cette raison aussi qu'on vous a invité pour que vous puissiez en parler et répondre aux éventuels éléments qui n'iraient pas dans ce cap, dans ce vent, puisqu'on est du côté maritime. Et le vent nous emmène maintenant du côté de Mélanie Chenoir pour sa chronique de Courrier International, qui, elle, va nous parler d'un autre empire médiatique installé lui aussi sur plusieurs continents. Oui, si je vous parle d'un puissant milliardaire qui a orchestré une guerre fratricide entre ses enfants pour choisir qui prendra sa suite, vous pensez peut-être à la série Succession, produite par la chaîne HBO. Eh bien, dans la vraie vie, l'homme qui a directement inspiré le personnage de Logan Roy, c'est Rupert Murdoch. Murdoch, c'est un entrepreneur australien et américain qui possède l'un des empires médiatiques les plus influents au monde, articulé en deux sociétés, News Corporation et Fox Corporation. Il détient un conglomérat de tabloïds, de journaux et de chaînes de télévision en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. On peut citer par exemple The Sun chez nos voisins britanniques, la chaîne Sky News en Australie ou encore le Wall Street Journal aux États-Unis, prestigieux quotidien économique, mais aussi la chaîne conservatrice Fox News. Alors, et quel est le point commun entre tous ces médias ? Ce qui les rassemble, c'est le discours de droite qu'ils diffusent, à la fois très influent et très rentable. Une ligne que Rupert Murdoch défend bec et ongle. En septembre 2025, il a décidé de confier sa suite à Lachlan, le plus âgé de ses fils, qui est aussi la figure la plus conservatrice de la famille. Lachlan est donc sorti vainqueur de la guerre de succession qui l'opposait à 3 membres de sa fratrie, Liz, Prue et James, en échange d'une compensation financière d'1,1 milliard de dollars par tête. James, aux opinions plus modérées, fait désormais bande à part. Tout récemment, au mois de mai, il a racheté le très renommé New York Magazine et les podcasts de Vox Media. Alors, en juillet 2025, le Sydney Morning Herald, un quotidien australien, avait ironisé en titrant « Vive le roi Lachlan, une nouvelle ère commence ». Pour ce journal, pas de doute, le groupe Murdoch devient plus que jamais le bastion des médias de la droite dure. Pour Murdoch père, âgé de 95 ans, conserver cette ligne très à droite est la seule solution pour garantir les intérêts financiers de son empire. Parce que, comme le résume The Age, un autre journal australien, ce qui a fait son succès, c'est, je cite, de tordre une bonne partie de sa couverture journalistique pour jouer la carte du divertissement, de l'indignation et du ressentiment conservateur. Au Royaume-Uni, ça a d'ailleurs fait des remous. Le prince Harry a même obtenu un chèque à 8 chiffres et des excuses de la part de plusieurs tabloïds du groupe Murdoch. Il les accusait d'avoir publié plus de 200 articles contenant des informations obtenues de manière illégale en embauchant des détectives privés. Alors, vous avez parlé de tout cet écosystème avec une majorité de tabloïds. Vous avez aussi cité le Wall Street Journal. Qu'est-ce qui fait le Wall Street Journal là-dedans ? Effectivement, le Wall Street Journal a un statut un peu à part. C'est un titre très réputé qui a été récompensé par une 40aine de prix Pulitzer. C'est aussi le journal qui a le plus grand tirage dans le pays. Et en termes de ligne éditoriale, ses pages opinion sont très partisanes. Elles s'inscrivent tout à fait dans la ligne conservatrice qui fait l'ADN du groupe Murdoch. Par contre, c'est un journal qui ne s'interdit pas de critiquer et d'embarrasser Donald Trump. Comme l'a raconté au mois de juillet dernier mon confrère Gabriel Hassan, journaliste spécialiste des États-Unis à Courrier International, le président américain a même porté plainte contre Rupert Murdoch. En cause, les publications du Wall Street Journal sur l'affaire Epstein, en particulier une lettre manuscrite dévoilée par le journal et que Trump aurait envoyée pour son anniversaire à l'homme d'affaires accusé d'avoir été à la tête d'un réseau pédocriminel. Alors, le président avait tenté de faire barrage à la publication du scoop en appelant Rupert Murdoch et des pressions avaient aussi été exercées sur la directrice de publication du journal, Emma Tucker, sans succès. Mais la reprise en main de cet empire par la clan Murdoch pourrait changer la donne. En 2020, par exemple, au moment de l'élection de Joe Biden, ce fervent conservateur avait promu de fausses accusations d'irrégularité électorale pour soutenir Trump. Dans ces conditions, c'est difficile de savoir si le Wall Street Journal pourra rester un caillou dans la chaussure du président Trump ou s'il devra, à l'inverse, rentrer dans le rang.
Merci beaucoup Mélanie Chenoir, une chronique donc à retrouver sur l'application Radio France et également sur le site de Courrier International. Merci à vous quatre de m'avoir accompagné tout au long de cette émission pour mieux comprendre l'empire naissant de Rodolphe Saadé. Merci à vous Jean-Christophe Tortora d'avoir été présent. On n'a pas pu évoquer aussi les investissements de Rodolphe Saadé et du groupe du côté du cinéma, mais ça sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission puisque le groupe a pris des parts dans le groupe Pathé. Merci à Catherine Boulet, chef de rubrique Médias et Pouvoir. On peut continuer à vous lire évidemment dans la lettre qui est toujours très bien informée, tout comme le sont les articles de Younes Abzouz à retrouver sur le site Mediapart. Et je remercie Jean-François Pouplin qui, malgré quelques petits problèmes de communication, a bien été présent. Il est à lire, lui, ses articles, et c'est à lire sur le site de Mars Actu. Merci beaucoup à Sorge Leroy et Colin Gruel à la réalisation de cette émission, et puis comme d'habitude à Joséphine Reinhardt pour la préparation.